Je ne savais pas qu'il allait appuyer sur la détente. Je ne savais pas quand la photo a été prise. Avez-vous déjà vu une image de quelqu'un de si terrible que plus personne ne pourra jamais regarder cette personne de la même manière? Chacun a ses propres mauvais moments. Mais il existe des photos dans le monde qui ont été prises au pire moment imaginable. En 1968, Peter Norman a fait un geste audacieux en faveur de l'égalité raciale. En 1968, Peter Norman a fait un geste audacieux en faveur de l'égalité raciale. D'un homme surpris en train de manger un sandwich d'une manière plutôt désagréable, à un comédien allant trop loin avec une blague explicite. Je n'ai pas enfreint la loi. Je n'ai rien fait de mal. Cette photo est parfaitement couverte par le premier amendement. Voici 13 photos qui ont ruiné la vie des gens à jamais. Numéro 13, la tragédie d'Ophélia. Supposons que vous viviez dans l'Angleterre victorienne, quand l'air était rempli de brouillard et que le rythme de la vie était bien plus lent qu'aujourd'hui, mais les exigences sociales pouvaient opprimer l'esprit. Pendant cette période, un artiste, à savoir John Everett Millais, aurait produit l'un des portraits les plus saisissants et éthérés jamais peints. Il s'agit d'une image d'une jeune femme montrée morte, dérivant sur l'eau d'un lit de rivière, avec des fleurs autour d'elle. Cependant, le modèle qui a posé pour Ophélia n'était pas une dame ordinaire. Elle s'appelait Elizabeth Siddal, et contrairement au modèle d'aujourd'hui, Elizabeth n'était pas née dans la célébrité ou la richesse. En effet, c'était juste une jeune femme travaillant dans l'Angleterre victorienne comme assistante d'un fabricant de chapeaux, luttant pour survivre dans une société qui prêtait peu d'attention à quelqu'un de son statut. Cependant, Dieu avait d'autres projets pour elle à l'avenir. La belle femme aux cheveux roux et à la peau pâle attira l'attention des artistes de la fraternité des peintres pré-raphaélites qui offraient à leurs membres la liberté de créer des œuvres détaillées et colorées. Elle était assez belle et avait un regard qui incarnait parfaitement tout ce que les artistes voulaient dépeindre. La vie d'un modèle à l'époque victorienne n'était pas aussi excitante qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de photos glamour ni de loges luxueuses, juste un petit espace confortable pour se préparer. Cependant, Élisabeth se trouvait dans des situations compromises et parfois mortelles. Cela peut être illustré par l'histoire de son travail sur Ophélie. Millais souhaitait obtenir la reproduction la plus fidèle possible et fit poser Élisabeth dans une baignoire remplie d'eau pour ressembler à la rivière de la peinture. C'était l'hiver à l'époque, et bien que Millais ait organisé des lampes à huile pour garder l'eau chaude, elles se sont finalement éteintes, et Élisabeth se retrouva dans de l'eau glacée. Ressentant l'inconfort de la position, Élisabeth ne bougea pas d'un pouce pendant que l'artiste peignait pendant des heures. Cependant, le prix qu'elle paya pour une telle dévotion fut élevé. L'eau froide provoqua finalement une pneumonie, une maladie qu'elle dut supporter tout au long de sa vie. Rappelez-vous, c'était les années 1800, et les traitements étaient souvent aussi susceptibles de tuer que de guérir. Dans le cas d'Élisabeth, les médecins lui prescrivirent du laudanum, un mélange d'alcool et d'opium. Il est regrettable que, bien que le laudanum soulageât sa douleur, elle tomba également dans une paralysie causée par la dépendance à l'opium. Des années plus tard, elle tomba malade, et la belle jeune femme qui était la muse de certains des artistes les plus célèbres de l'époque se retrouva seule et sans aide. La vie personnelle d'Élisabeth n'était pas moins chaotique, et elle eut une relation plutôt perturbante avec un autre artiste de cette époque, Dante Gabriel Rossetti. Les deux étaient amants, mais pas d'un couple très sain. En fait, ils eurent une relation très tumultueuse. Ils se fiancèrent et se marièrent, mais à ce moment-là, Élisabeth était très malade et avait développé un problème d'alcoolisme. Elle était malheureuse dans son mariage et eut un enfant mort-né en 1862. Il est largement connu qu'elle mourut d'une overdose de laudanum, s'empoisonnant. Cependant, la mort de cette femme ne mit pas fin à la tristesse. Suffoqué par la culpabilité et une douleur insupportable, Rossetti fit un choix assez particulier. Dans le désespoir, il scella un carnet de poèmes pour Élisabeth et le plaça avec elle dans le cercueil. Mais 7 ans plus tard, Rossetti regretta ce geste. Dans une tentative de récupérer le carnet ainsi que d'autres œuvres qu'il avait perdues, il déterra même le corps d'Élisabeth. La vie d'Élisabeth Siddal, autrefois pleine de promesses, devint un avertissement sur le coup dévastateur que l'art et la beauté peuvent entraîner. Cependant, certains incidents sont tout simplement trop stupides pour susciter de la sympathie. Numéro 12. Une tragédie politique. Prenez Anthony Weiner, par exemple.
S'il y a bien une chose que tout le monde devrait retenir avant d'envoyer quoi que ce soit, c'est la différence entre un message privé et diffuser vos affaires à tout le monde. L'ex-congressiste de New York, Anthony Weiner, l'a appris à la dure au début des années 2010. Il avait une carrière politique prometteuse, avait prononcé des discours assez puissants, et les gens murmuraient même à son sujet comme étant un futur président. Tout semblait plutôt bien pour lui, jusqu'à ce que tout dérape presque instantanément. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, un jour, Weiner décida d'envoyer une photo privée à une jeune femme. La photo n'était pas de son visage souriant ou d'un paysage pittoresque. C'était une photo de ses parties intimes, vêtue seulement de son caleçon. Ce n'était pas exactement le genre d'image que vous vouliez voir sur Internet. Malheureusement pour lui, c'est exactement ce qui arriva. Au lieu de l'envoyer en message privé, il la publia accidentellement sur Twitter. En quelques instants, son selfie mal avisé était là, visible pour le monde entier. Naturellement, Weiner se rendit vite compte de son erreur et supprima le tweet. Mais il était trop tard. Les dégâts étaient un fait. Le blogueur conservateur Andrew Breitbart avait déjà pris une capture d'écran, et à partir de là, l'histoire se propagea comme une traînée de poudre. Les médias, en particulier TMZ, déterrèrent encore plus de photos compromettantes, et avant longtemps, la carrière politique de Weiner était en ruine. Il fut contraint de démissionner du Congrès, et sa trajectoire autrefois prometteuse se transforma en une spirale descendante. Les choses ne firent qu'empirer lorsqu'il fut plus tard condamné pour avoir envoyé des messages inappropriés à une adolescente, scellant ainsi son destin comme l'une des chutes politiques les plus infâmes de l'histoire récente. Bien que cela fût malheureux, la photo suivante vous fera vous demander combien de temps les conséquences durent réellement. Numéro 11. La fin d'un héritage. Le général Nguyen Ngoc Loan est un nom que vous ne reconnaissez peut-être pas immédiatement, mais ses actions pendant la guerre du Vietnam ont été capturées dans l'une des photos les plus iconiques et troublantes de l'époque. Loan a été photographié en pleine offensive du Tet, en train de tirer une balle dans la tête d'un combattant Viet Cong capturé. L'image choqua le monde et fit instantanément de Loan un symbole de violence froide et impitoyable. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le combattant Viet Cong venait de tuer la famille de l'un des amis de Loan. Dans le chaos de la guerre, les actions de Loan, bien que brutales, étaient motivées par une vengeance personnelle. Mais la photo racontait une autre histoire, celle d'une exécution sans cœur. L'image suivit Loan pendant le reste de sa vie. Lorsque Saigon tomba, Loan chercha refuge aux États-Unis, mais les fonctionnaires de l'immigration le reconnurent grâce à la photo et tentèrent de l'expulser. Il fallut l'intervention du photographe Eddie Adams pour arrêter l'expulsion, mais les dégâts étaient de fait. Loan ouvrit plus tard un restaurant à Washington, D.C., mais lorsque la photo refit surface, il fut contraint de fermer son établissement. Adams, réfléchissant à l'impact de sa photo, déclara un jour que 2 personnes étaient mortes dans cette photo. Le général tua le Viet Cong, et lui, avec son appareil photo, tua le général. Comme vous le verrez dans la photo suivante également, être le bon gars ne paie pas toujours. Numéro 10. La grande déception. Voici George Holliday. C'était juste un gars ordinaire qui menait sa vie, travaillant comme déboucheur de canalisation. La vie de Holliday était assez normale jusqu'à la nuit du 3 mars 1991. Ce soir-là, il entendit les sirènes de police devant sa maison, un son qui allait le conduire à un événement qui changerait à jamais sa vie. Curieux de la agitation, Holliday prit sa caméra vidéo et se rendit dehors. Ce qu'il captura sur bande vidéo fut quelque chose qui allait secouer la nation jusqu'au fond de son âme. Le passage à tabac brutal de Rodney King par plusieurs policiers. À l'époque, bien avant l'ère des smartphones et des réseaux sociaux, le fait que Holliday ait pu enregistrer cet incident était tout simplement remarquable. Malheureusement, la vidéo qu'il avait capturée allait devenir infâme, et au lieu d'être un moment de fierté dans sa vie, cela se transforma en un cauchemar. À l'époque, beaucoup de gens croyaient que la police pouvait faire ce qu'elle voulait sans craindre de répercussions, surtout lorsqu'il s'agissait de communautés marginalisées. Même avec des preuves vidéo claires montrant des policiers battant sans pitié un homme presque inconscient, les tribunaux acquittèrent dans les policiers de toutes les charges. Le verdict provoqua une colère générale à Los Angeles, menant à des émeutes qui firent 54 morts, des milliers de blessés
et des destructions à grande échelle dans toute la ville. Pendant que le monde luttait avec les conséquences des émeutes, Holiday se retrouva dans une position inattendue et malheureuse. Bien qu'il n'ait été qu'un simple témoin avec une caméra, certains commencèrent à le blâmer pour les émeutes, comme si filmer la vérité était d'une manière ou d'une autre responsable de la violence qui suivit. L'attention médiatique ne fit qu'empirer les choses pour lui. Une fois son identité rendue publique, il commença à recevoir des menaces de mort et sa vie se mit à se dégrader. La vie personnelle et professionnelle de Holiday en souffrit énormément. Il perdit son emploi et la pression sur son mariage fut trop grande pour être supportée. Aujourd'hui, il continue de travailler comme déboucheur de canalisation indépendant, mais il doit garder un profil bas, évitant toute publicité qui pourrait attirer une attention indésirable. Pour ajouter l'insulte à l'injure, même sa petite célébrité, une carte de trivia dans Trivial Pursuit, a mal orthographié son nom, l'écrivant Halliday. Cependant, nous n'avons pas encore parlé de la photo la plus stupide qui a ruiné la carrière de quelqu'un sur cette liste. Numéro 9. La mauvaise façon de manger un sandwich. Ed Miliband a été le leader du Parti travailliste britannique de 2010 à 2015. C'était l'homme qui était censé affronter le Premier ministre David Cameron et gagner l'élection. Du moins, c'est ce que disaient les sondages. Mais tout a basculé avec l'incident du sandwich au bacon et tout a rapidement pris une tournure incontrôlable. Tout a commencé innocemment. Miliband était à Londres, prenant un repas rapide à Covent Garden, lorsqu'un photographe a pris une photo de lui mangeant un sandwich au bacon. Ça semble inoffensif, non? Cependant, la photo capturait Miliband dans un moment si gênant et peu flatteur qu'elle est rapidement devenue un mème. L'image de lui luttant avec le sandwich, le visage tordu de manière à ne pas correspondre du tout à celui d'un futur Premier ministre, est restée dans l'esprit du public. À l'approche des élections, cette image est revenue le hanter. Les tabloïds s'en sont donnés à cœur joie, en particulier le Sun, qui a mis la photo en une juste avant les élections générales. Toutes les politiques ou projets de Miliband ont été complètement éclipsés par le flot incessant de blagues sur le bacon. L'affaire était si ridicule, mais si marquante, que certains commentateurs ont même suggéré que cela lui avait coûté l'élection. Ce n'était pas une simple défaite. C'était un revers majeur qui a changé le cours de la politique britannique. Cependant, vous serez surpris de voir à quel point la politique peut affecter presque tous les aspects de la vie, même le sport. Numéro 8. L'intrus. Vous avez probablement déjà vu cette photo, mais vous ne connaissez peut-être pas toute l'histoire derrière elle. Oui, bien sûr, elle a eu lieu pendant les Jeux Olympiques et la photo montre les athlètes sur le podium des médailles. Cependant, ce n'est pas juste une histoire des Jeux Olympiques de Mexico 1968. Elle implique deux coureurs américains, Tommy Smith et John Carlos, qui sont repartis avec des médailles lors de la finale du 200 mètres. Mais le tournant majeur n'est pas venu du fait qu'ils ont gagné, mais de l'acte qu'ils ont posé une fois la médaille en main. Lors de la cérémonie de remise des prix, devant le monde entier, ils ont effectué ce qui est devenu le geste du Black Power. Ce n'était pas simplement un acte de bonne volonté. C'était une déclaration claire qui a marqué leur nom dans l'histoire du mouvement pour les droits civiques. Cependant, pendant que nous nous concentrons sur Smith et Carlos, il y a une autre personne sur cette photo. C'est un homme qui semble un peu perdu, debout là avec une expression assez neutre. Cet homme était Peter Norman, un athlète australien qui a remporté la médaille d'argent ce jour-là. Peter Norman, qui se tenait comme s'il ne savait pas comment utiliser ses mains correctement, savait parfaitement ce qui allait se passer. Plus tôt dans la journée, il avait parlé à Smith et Carlos et savait à quel point leur protestation était importante. Ce n'était pas seulement un soutien passif de Norman, il a aussi joué un rôle actif dans l'effort. C'était la suggestion de Norman qui avait conduit à l'utilisation des gants noirs et il avait lui-même porté un badge pour les droits civiques sur son survêtement lorsqu'il s'est dirigé vers le podium. On pourrait imaginer qu'un tel héros serait accueilli par la société, surtout un athlète prêt à faire preuve de tant d'empathie. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. En Australie à l'époque, le climat politique était mauvais et impitoyable. La politique d'immigration stipulait que seuls les Blancs étaient autorisés à entrer. L'idée que Norman soutienne l'égalité raciale en public n'était pas quelque chose que sa patrie pouvait accepter. C'était comme si Norman avait porté un coup de poing à l'establishment du pays, et la réponse a été immédiate et implacable. Norman était l'un des hommes les plus rapides du monde.
et il avait réalisé le deuxième meilleur temps au monde, mais il fut interdit de participer à toute épreuve olympique ultérieure. Lorsque les Jeux de Munich de 1972 sont arrivés, l'Australie n'a pas inscrit de sprinter pour la course du 200 mètres, ce qui a exclu Norman de la scène olympique. Ce fut un revers professionnel majeur, mais aussi une tragédie personnelle. Après cela, Norman a traversé une période de dépression et d'alcoolisme. Les années passèrent, et lorsque les Jeux olympiques de Sydney de 2000 arrivèrent, beaucoup espéraient que Norman recevrait enfin ses honneurs. Cependant, dans une ironie cruelle, Norman fut encore une fois laissé de côté. Il fut l'un des rares Olympiens australiens à ne pas avoir droit à la traditionnelle promenade d'honneur pendant les Jeux. C'était un signe de combien son propre pays l'avait exclu et l'avait laissé affronter le monde tout seul. C'est pour cela que tout cela est arrivé, parce que Norman a décidé de se tenir du bon côté de l'histoire. Parfois, cependant, même les bons gars sont perçus comme mauvais. Numéro 7, un grand malentendu. Imaginez faire quelque chose de bien, quelque chose que vous croyez être juste, pour finir comme un méchant international. C'est exactement ce qui est arrivé à Dick Middleton, un policier du sud des États-Unis, pendant l'ère des droits civiques. Vous avez peut-être vu la photo infâme où Middleton, un policier blanc, semble laisser son chien attaquer un jeune manifestant noir. L'image est devenue un symbole puissant de la brutalité raciale et a même été transformée en statue à Birmingham. Cependant, voici la vérité. Ce que vous voyez sur cette photo n'est pas l'histoire complète. Malcolm Gladwell a exploré l'histoire de Middleton dans son podcast Revisionist History. Ce qui s'est réellement passé ce jour-là était bien plus compliqué. Selon Gladwell, le jeune manifestant, Walter Gadsden, avait accidentellement heurté Middleton. Le chien de l'officier, réagissant instinctivement, s'est jeté sur Gadsden. Middleton ne tentait pas de lancer le chien sur le jeune homme. La réalité était tout autre. Il essayait de repousser Gadsden tout en maintenant le chien à distance en même temps. Cependant, la caméra a capturé un instant qui semblait complètement différent. De plus, dans l'atmosphère tendue du mouvement pour les droits civiques, les gens ont cru le pire. Pour Middleton, cette photographie a signifié une vie entière de menaces et de courriers haineux. Il a conservé son emploi, mais l'impact sur sa vie et sa famille a été immense. C'était malheureux, car, comme vous le verrez, il y a des gens dans le monde qui attirent cette colère sur eux-mêmes. Numéro 6. Une blague allée trop loin. La chute d'Al Franken a été tout simplement spectaculaire. À la fin de 2017, la vague d'accusations de harcèlement sexuel qui a déferlé sur Hollywood et Washington, D.C. a eu sa victime la plus inattendue. Franken, un ancien comédien devenu sénateur américain, s'était exprimé de manière virulente sur la façon dont les accusations des femmes contre les hommes puissants étaient souvent ignorées. Puis, de nulle part, une animatrice nommée Leanne Tweeden est intervenue avec des accusations contre Franken lui-même. Avec son histoire, elle a partagé une photo qui allait être le clou du cercueil politique de Franken. La photo, prise lors d'une tournée USO au milieu des années 2000, montrait Franken souriant en prétendant agresser Tweeden en touchant ses seins pendant qu'elle dormait. Ce n'était pas seulement les accusations qui l'ont fait chuter, c'était cette image accablante. Peu importe combien Franken a essayé de la balayer comme une blague, la photo était tout simplement trop incriminante. À mesure que d'autres femmes sont venues avec des histoires similaires, la carrière de Franken était terminée. Il a démissionné du Sénat, son avenir politique autrefois prometteur était réduit en cendres. Cependant, en matière de malentendus, le suivant est le grand gagnant. Numéro 5. Accusé d'un assassinat. Cette image vous rappellera l'été 1968. En juin de cette année-là, l'une des figures les plus inspirantes de la société américaine, Robert F. Kennedy, a été assassiné. Sa mort a bouleversé le monde entier, mais une image de cette nuit fatale ne pourra jamais être effacée. C'est une photo qui montre les derniers moments de la vie de Kennedy, allongé sur le sol, la tête dans les mains d'un inconnu. Aujourd'hui, toute personne regardant cette photographie reconnaît Kennedy, mais la plupart ne verront pas le jeune homme qui le soutient. Ce jeune homme était Juan Romero, un serveur mexicain de 17 ans, dans l'hôtel où l'incident tragique a eu lieu. Vous vous demandez peut-être ce qu'il a fait pour se retrouver sur cette photo à un moment aussi sensible? Eh bien, il semble que Romero n'ait fait que tenir la main de Kennedy lorsque le sénateur a été abattu.
Un instant, ce jeune homme serrait la main d'un homme qu'il admirait, et l'instant d'après, il se trouvait au cœur d'un assassinat. Cette photo a été prise à ce moment précis. Romero, qui semblait à la fois stupéfait et accablé de chagrin, soutenait la tête de Kennedy tombée. La photo a aussi été diffusée dans les journaux et à la télévision du monde entier immédiatement après l'assassinat. Pour beaucoup, c'était un symbole puissant de la tragédie de l'assassinat de Kennedy, tandis que d'autres ont commencé à chercher des responsables. Malheureusement, une partie de cette culpabilité a été attribuée à Romero. Des lettres ont commencé à arriver à l'hôtel où il travaillait, contenant des accusations selon lesquelles cet homme aurait joué un rôle dans la mort de Kennedy simplement parce qu'il s'était arrêté pour lui parler. Certaines personnes s'attendaient même à ce qu'il ait pris la balle à sa place, ce qui était absurde. Malgré quelques messages de soutien, l'énorme vague de négativité a pesé lourdement sur Romero. Il n'était pas préparé à l'attention soudaine et intense qui lui a été imposée. En tant que simple jeune homme d'un quartier populaire, il n'aspirait qu'à retourner à sa vie normale. Cependant, cela s'est avéré impossible. Le poids de la culpabilité et l'attention incessante sont devenus insupportables, et il s'est retrouvé à se déplacer de lieu en lieu, essayant d'échapper à l'infamie qui le suivait partout. Même lorsqu'il est devenu plus vieux, s'est installé et a fondé une famille, les cicatrices de cette nuit ne se sont jamais complètement guéries. Romero n'a jamais eu l'opportunité d'aller à l'université, quelque chose qu'il espérait faire avant que sa vie ne soit bouleversée. Bien qu'il ait finalement trouvé une forme de paix, la culpabilité persistante et la célébrité indésirée sont restées avec lui pour le reste de sa vie. C'est une histoire qui nous rappelle que tout le monde ne rêve pas d'être célèbre, surtout lorsque cette célébrité a un coût personnel aussi élevé. Pourtant, que pourrait-il y avoir de pire que de trahir tout un pays avec une seule image? Numéro 4. Loyauté confuse. Parfois, une photo ne se contente pas de ruiner une carrière ou une réputation, elle peut mettre des vies en danger. C'est ce qui est arrivé à Sarah Eden, Miss Irak 2017, qui a pris ce qu'elle pensait être un selfie inoffensif avec Miss Israël lors du concours Miss Universe. Elle a publié la photo avec une légende promouvant la paix et l'amour, mais la réaction fut loin d'être pacifique. La photo a provoqué une indignation dans le monde arabe, où les relations avec Israël sont souvent tendues, pour dire le moins. Eden a été accusée de trahir son pays et de tourner le dos à la cause palestinienne. La réaction fut si sévère que sa famille reçut des menaces de mort et dut fuir l'Irak. Le gouvernement l'a même pressé de retirer la photo et de s'excuser. Bien qu'Iden soit resté fidèle à son message de paix, sa carrière en tant que Miss Irak était effectivement terminée. Elle ne pouvait même pas renouveler sa carte d'identité irakienne, ce qui l'empêchait de retourner chez elle. C'était un cas complexe de conflit politique. Mais que se passe-t-il quand les gens essaient de tirer profit des tragédies? Numéro 3. Une commercialisation étrange. En 1995, les États-Unis ont connu l'attentat d'Oklahoma City, un acte de terrorisme domestique qui a fait 168 morts, dont des enfants. Au milieu de la fumée, des décombres et des cendres, une photo a été prise qui allait symboliser l'horreur de ce jour-là. La photographie qui a circulé dans le monde entier montre un pompier tenant dans ses bras le corps sans vie d'un bébé. Cependant, l'histoire de cette photo est aussi complexe que les émotions qu'elle suscite. L'homme qui a pris cette photo n'était ni un journaliste professionnel, ni un photographe de métier. C'était Lester Larue, un employé d'une compagnie de gaz, qui avait son appareil photo au bon endroit au bon moment. Il a entendu l'explosion, pris son appareil et couru sur le site où il a photographié pour Newsweek. Au début, Larue pensait détenir les droits sur la photo. Après tout, c'était lui qui l'avait prise. Mais des problèmes sont apparus lorsque la mère de l'enfant a protesté contre la marchandisation de la mort de son enfant. La situation s'est aggravée lorsque l'employeur de Larue, la compagnie de gaz, a revendiqué la photo, affirmant que comme Larue était au travail et avait utilisé l'équipement de l'entreprise, la photo appartenait à la compagnie. Ensuite, ce fut une guerre juridique à laquelle Larue n'était pas prêt à faire face. La dernière chose qui restait à Larue était une pile de factures de son long et coûteux combat juridique contre la compagnie de gaz, une entreprise qui, contrairement à Larue, disposait d'une somme d'argent presque infinie et d'une équipe d'avocats de son côté. Pour aggraver les choses, il y avait un autre photographe du nom de Charles Porter
qui étaient presque à portée de bras de la rue lorsqu'ils ont tous deux pris la photo. La photo de Porter a remporté le prix Pulitzer, tandis que la vie de la rue était laissée en ruine. Il a dû faire face aux conséquences de ses actions, mais certaines personnes affrontent leurs propres conséquences en secret, comme la personne suivante sur cette liste. Numéro 2. Des regrets qui durent. Toute une vie. Vous avez probablement vu cette photo d'un groupe de Marines hissant le drapeau américain sur l'île d'Iwo Jima pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une photo qui a été capturée et mise dans les livres d'histoire, les documentaires et même dans les films. Tout le monde pensait que les hommes sur cette photo seraient des héros pour le reste de leur vie, mais la réalité n'est pas aussi simple. Bien que la photo soit devenue un symbole du courage américain et de l'endurance des gens, les hommes sur la photo, qui ont combattu pour leur pays, ont également eu leurs propres luttes et difficultés, qui n'étaient pas aussi glamour qu'on pourrait le penser. Sur la photo, vous pouvez voir 6 hommes hissant le drapeau, et parmi eux, 3 sont morts dans les combats qui ont suivi. Ils ont été évacués du champ de bataille, rapatriés chez eux et défilés partout. Ils ont été montrés comme des héros pour le moral aux États-Unis, mais tout le monde n'était pas prêt à ouvrir les portes à cette gloire soudaine. Par exemple, Ira Hayes, l'un des 3 Amérindiens qui ont hissé le drapeau, était l'un des survivants. Hayes ne voulait pas être célèbre, ni être une icône pour la cause. Tout ce qu'il voulait, c'était rester parmi ses camarades et finir la bataille le plus rapidement possible. Cependant, une fois la photo rendue publique, il est devenu presque impossible de la couvrir. À son grand désarroi, Hayes a été exposé et il n'avait d'autre choix que de se retirer des lignes de front pour rejoindre le côté du gouvernement. Cette célébrité non désirée a été un fardeau pour Hayes la plupart du temps. Pendant le reste de sa vie, les gens allaient le chercher pour des autographes ou pour entendre son histoire. Mais au lieu de ressentir de la fierté, Hayes était consumé par la pensée qu'il avait abandonné ses amis. Cette lutte intérieure l'a finalement conduit sur un chemin sombre et il succomba à l'alcoolisme. Sa vie a été tragiquement écourtée. Enfin, nous abordons un cas qui vous laissera sans voix. Numéro 1. La tragédie d'une comédienne, Kathy Griffin, est une comédienne qui a appris à ses dépens qu'il y a certaines limites qu'il ne faut pas franchir. En 2017, elle a posé pour une photo en tenant une tête coupée factice ressemblant au président Donald Trump de l'époque. Elle voulait faire une déclaration audacieuse, mais la réaction fut bien plus intense qu'elle ne l'avait jamais imaginé. L'image a provoqué un tollé et la réaction a été rapide et brutale. Griffin a présenté ses excuses, mais le mal était déjà fait. Elle a perdu des contrats, a été renvoyée de son poste de présentatrice du réveillon du Nouvel An sur CNN et s'est retrouvée mise sur liste noire dans une grande partie de l'industrie du divertissement. Griffin a essayé de riposter, rétractant même ses excuses et affirmant qu'elle était la victime d'une persécution politique. Cependant, sa carrière était déjà en chute libre et elle s'est rapidement retrouvée à se produire dans des endroits éloignés comme Beyrouth, loin des projecteurs qu'elle avait jadis connus. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.